Le 20 février, les plans de ces deux jeunes femmes ont été altérés après que l'auberge où elles étaient accueillies ait été inondée. Suite à cela, elle a dû être fermée et ils ont dû renvoyer les occupants. Bien que Marina et Maria avaient déjà payé le loyer, les propriétaires ont refusé de les rembourser. Et il n'y a pas d'informations concernant leur lieu d'habitation pour le reste de leur voyage. Le 22 février 2016, les touristes argentines ont contacté leur famille pour les informer qu'elles venaient à bout de leur voyage et que bientôt elles rentreraient en Argentine. Cependant, leur voyage de rêve va se terminer de manière sordide. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter la triste affaire de Maria Menegazzo et Maria José Coni. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Marina Menegazzo est née le 2 mars 1994 à Mendoza, en Argentine. Elle est l'une des 5 enfants de Renato et Cristina Menegazzo. Ses frères et sœurs l'ont décrite comme étant une jeune femme extravertie avec une facilité pour faire de nouvelles rencontres. Elle avait beaucoup d'amis, elle était très proche de son groupe d'amis d'enfance et d'adolescence avec qui elle sortait pour des occasions spéciales, comme des anniversaires ou simplement pour se promener. Elles ont même organisé des petits voyages en Argentine. D'après Laetitia, sa sœur Marina voyait le monde avec un regard d'espérance. Elle pensait sans cesse à comment contribuer pour aider les autres. La jeune femme étudiait l'orthophonie à l'université de Aconcagua pour pouvoir aider les personnes de tout âge ayant des troubles du comportement et de langage. Elle était gentille, attentionnée, Marina s'investissait dans pas mal de causes sociales et c'est pour cela qu'elle faisait du volontariat pour aider les personnes en précarité et sans domicile fixe. Elle luttait contre les violences faites aux animaux, elle partageait régulièrement sur les réseaux sociaux des lieux qui pouvaient accueillir des animaux à la rue. Elle faisait des collectes de fonds et a collé des affiches pour trouver des lieux temporaires pour abriter les chiens à la rue jusqu'à leur adoption. Elle participait également à des manifestations féministes, d'ailleurs c'est très présent sur ses réseaux sociaux. Elle partageait le témoignage de femmes victimes de violences et également les avis de disparition de femmes et d'enfants. Depuis son adolescence, Marina rêvait de voyager avec ses amis dans plusieurs pays d'Amérique du Sud pour connaître de nouvelles cultures. Aventurière, curieuse, dévouée et motivée, lorsqu'elle a eu la majorité, Marina a commencé à travailler durant une année comme babysitter et barmaid pour mettre de l'argent de côté et pouvoir réaliser son rêve de voyager. L'une des amies avec qui Marina partageait ce rêve était une jeune femme se nommant Maria José Coni, que tout le monde appelait Majo. Maria José Coni est née le 14 août 1993 à Mendoza, où elle a grandi aux côtés de sa mère Glade Stefani et de ses deux sœurs. La relation que Maria avait avec ses sœurs était très bonne malgré leurs différences de caractère et d'âge. Sa famille était très importante pour elle et ses proches ont affirmé qu'elle était une personne extravertie, drôle et elle était comme Marina, elle avait beaucoup d'amis et elle était très proche du même groupe d'amis. Maria était étudiante en économie au sein de l'université de Cuyo et elle luttait également pour les droits des femmes, des enfants et elle luttait également contre le mauvais traitement infligé aux animaux. Les deux protagonistes de cette affaire, Marina et Maria, ont grandi ensemble. Elles avaient plein de points en commun, elles vivaient à Godoy Cruz, au nord de Mendoza. Comme dit précédemment, Marina et Maria étaient engagées dans des associations et elles étaient volontaires au sein d'une ONG pour aider les sans-abri. La présidente de cette association a décrit Maria et Marina comme étant des personnes spéciales. Actives et dédiées aux autres, toujours prêtes à aider, tous les dimanches soirs, elles sortaient dans les rues pour distribuer de la nourriture aux plus nécessiteux. Et elles prenaient toujours quelques instants pour discuter avec eux et leur donner tout le soutien possible. Leur vision positive et optimiste qu'elles partageaient a soudé leur amitié. Cela se combinait à leur désir de voyage, connaître le monde et ses diverses cultures. Elles ont décidé de planifier un voyage de 40 jours en Amérique du Sud avec leurs amis les plus proches. Le moment tant attendu est arrivé le 16 janvier 2016 lorsqu'elles ont finalement embarqué pour un voyage qui les mènerait dans différents pays sur le continent sud-américain. Elles partaient de Mendoza en Argentine, les jeunes femmes ont voyagé en bus pour se rendre au Chili, mais elles étaient seulement de passage car elles se sont rendues directement après au Pérou. Le voyage a réellement commencé au Pérou. C'est le premier pays qu'elles ont commencé à visiter. Les amies ont parcouru des villes, des montagnes, des ruines historiques et des plages. Elles ont également visité des sites touristiques populaires mais également des lieux plus reculés
où elles ont pu apprendre différentes cultures. Avant de se rendre dans le prochain pays, la majeure partie du groupe est rentrée en Argentine, mais les seuls qui se sont rendus en Équateur le 22 janvier 2016 sont Marina et Maria. Elles devaient se rendre à Montanita, une communauté de pêcheurs dans la province de Sainte-Hélène. Elles ont loué une chambre dans une auberge pour 10 $. La chambre était très petite, composée d'une fenêtre et d'un lit qu'elles partageaient. Aux alentours du 20 février, les plans des deux jeunes femmes ont malheureusement été altérés, car l'auberge où elles logeaient a été inondée, et c'est pour cela qu'ils ont dû fermer l'auberge et déloger les occupants. Cependant, Marina et Maria avaient déjà payé le loyer complet, mais les propriétaires ont refusé de rembourser, et il n'y a pas plus d'informations concernant le lieu de logement pour le reste du voyage. Le 22 février 2016, les touristes argentines ont contacté leurs familles respectives pour les informer qu'elles finissaient leur voyage et que bientôt elles rentreraient. Mais comme nous le savons, la fin de leur voyage va se transformer en cauchemar. Cette fois sera la dernière fois où les familles auront contact avec les deux jeunes femmes. Et les messages qu'elles ont envoyés à leur famille pour leur annoncer leur retour ont été les derniers messages qu'ils ont reçus de leur part. Les familles des jeunes femmes étaient préoccupées par le fait qu'ils ont répondu à leur message quelques minutes après, mais que leur message n'a jamais pu être envoyé. En dehors de cela, ils se sont aperçus que Maria et Marina n'avaient pas pris d'abonnement local équatorien, et que cela semblait normal qu'elles répondent seulement quand elles avaient le Wi-Fi public. Donc, les familles ont décidé d'attendre. Finalement, le mercredi 24 février, après 2 jours sans nouvelles des deux jeunes femmes, Glades, la mère de Maria, a décidé d'entrer en contact avec l'opérateur téléphonique de sa fille pour savoir s'il était possible de trouver la localisation de sa fille grâce à sa puce. La réponse que cette mère a reçue a littéralement choqué les deux familles. La puce avait été détruite. La première réaction des familles de Maria et Marina a été de commencer à publier des photos des deux jeunes femmes sur les réseaux sociaux, avec un avis de disparition. Le jour même, les autorités équatoriennes ont reçu l'information concernant l'avis de disparition et ils ont agi rapidement. Ils ont mobilisé toutes leurs forces policières pour une recherche intense. Grâce à l'alerte de disparition, Interpol a participé à l'opération de recherche pour localiser les touristes argentines. Après avoir réalisé des recherches partout dans Montanita, la police a contacté les familles pour les informer qu'il n'y avait aucune trace des jeunes femmes dans cette zone. Et donc, ils les ont informés qu'ils continueraient les recherches aux alentours de Guayaquil, un jour après l'alerte disparition, le 25 février, dans une zone de végétation abondante, loin des plages de Montanita, à 200 km de distance de la capitale. Les autorités sont tombées sur un paquet couvert par des sacs poubelles scotchés. Les policiers ont découvert à l'intérieur le corps sans vie de Marina Menegazzo, âgée de 21 ans, et 2 jours après, le 27 février, proche de la zone où a été faite la première découverte, un homme appelé Juan Carlos Pérez a trouvé les restes mortels de Maria, qui étaient dans le même état que ceux de Marina. L'endroit où les corps ont été abandonnés avait mauvaise réputation dans la région, car c'était un lieu fréquenté par les trafiquants de drogue, et tous les soirs il y avait des fêtes illégales. Les autorités ont été mobilisées rapidement, car ce qui initialement était une recherche pour retrouver 2 étudiants disparus s'est transformé en une enquête pour crime. Cependant, les familles des victimes n'ont pas été contactées immédiatement, et l'une des familles a appris la triste nouvelle sur les réseaux sociaux. L'affaire avait créé une vive émotion dans de nombreux pays. De nombreux policiers et enquêteurs ont été mobilisés pour trouver les coupables. Des spécialistes scientifiques argentins et colombiens se sont rendus en Équateur. Ils devaient refaire toute la chronologie des faits sur des cartes en 3D pour tenter de localiser les lieux des faits. Les familles des victimes se sont également rendues en Équateur, mais pas seulement pour identifier les corps, mais également pour suivre l'enquête de près. Ils se sont joints à diverses manifestations qui ont eu lieu partout dans la ville de Montanita. Le résultat de l'autopsie a révélé que le corps de Marina présentait 6 blessures faites avec un objet coupant et qui commençaient de la mandibule jusqu'à la colonne cervicale. Mais la blessure qui a causé sa mort, c'est la perforation de sa colonne et de sa moelle épinière. Concernant Maria, elle présentait de nombreux hématomes causés par des coups donnés au niveau des jambes, aux mains et aux pieds. Elle avait également certains doigts cassés et plusieurs blessures au niveau de la tête causées par des coups donnés avec un objet contondant. Probablement une pelle, ce qui a causé sa mort. Et les 2 jeunes femmes ont également été abusées, mais ils n'ont pas trouvé des signes de défense, ce qui d'après les experts montre qu'elles étaient inconscientes ou droguées.
Cette hypothèse a été confirmée peu de temps après grâce aux résultats des analyses toxicologiques. Dans le sang de Marina et Maria, ils ont retrouvé du benzodiazépine. Ces médicaments endorment et ont un effet anxiolytique sur le système nerveux central. Ce médicament est généralement utilisé par les prédateurs sexuels et les assassins. Car lorsque ce médicament est mélangé avec une grande quantité d'alcool, cela inhibe la volonté des victimes. L'un des avocats de la famille des victimes a mentionné dans la presse équatorienne que les enquêteurs travaillaient avec l'hypothèse que les deux jeunes femmes ont été droguées avant d'être emmenées dans le lieu où elles ont perdu la vie et qu'ensuite leur corps aurait été transporté ailleurs pour être abandonné. Grâce au travail de recherche de témoins par les policiers, ils ont réussi à trouver l'identité du premier suspect, Alberto Junior Mina Ponce, qui était le protecteur à Montagnita, une sorte de vigile. Il était connu et aimé par les habitants de la région. Il a été décrit comme un homme calme et gentil. Dédié à sa communauté et toujours prêt à aider son prochain, les habitants de Montagnita avaient confiance en lui, mais pas seulement pour le travail qu'il faisait, mais également pour sa personnalité. Et peu de temps après, ils ont réussi à trouver le second suspect, Aurelio Eduardo Rodriguez, un homme âgé de 42 ans. Malheureusement, nous n'avons pas de détails concernant sa vie privée. Les suspects ont été arrêtés, mais l'affaire ne s'arrête pas là. Il y a eu un manque de preuves génétiques qui sont nécessaires pour lier les suspects au crime d'abus sexuel. Ce qui veut aussi dire qu'il pourrait y avoir plus de personnes impliquées. Durant sa première déposition, Alberto a confessé avoir connu Marina et Maria aux alentours de 20 heures dans un bar connu. Il était avec Aurelio, le second suspect. D'après ses dires, les touristes argentines leur ont raconté qu'elles n'avaient plus d'argent et que pour se rendre dans une autre ville, elles devaient faire de l'autostop. À ce moment même, Alberto leur aurait proposé de dormir chez lui pour la nuit. Supposément, les deux jeunes femmes auraient accepté cette proposition et auraient pris la route avec les deux suspects. Et dans un premier temps, il a même avoué avoir drogué et frappé les deux jeunes femmes. Il a donc raconté avec détail les faits aux officiers. Le crime aurait eu lieu aux alentours de 2 heures du matin, le 23 février 2016, mais tout de suite après, Alberto s'est rétracté. Il dira durant d'autres interrogatoires avoir été forcé à porter la responsabilité du crime commis en réalité par un homme vénézuélien se nommant José Miguel, âgé de 36 ans. En février 2015, Alberto l'avait dénoncé et amené aux autorités locales pour trafic de substances illicites. Mi-mars 2016, José Miguel a été arrêté et soumis à une série d'interrogatoires. Dès le début, il a garanti qu'il n'avait rien à cacher. Les enquêteurs ont collecté son ADN et l'ont comparé avec ceux trouvés sur la scène du crime, mais l'ADN n'a pas matché. Suite à cela et au manque de preuves qui lieraient José Miguel au crime des deux touristes, les accusations à son encontre ont été levées. Pendant ce temps, les corps de Maria et Marina ont été envoyés à Mendoza. Ils sont arrivés en Argentine le 31 mars et elles ont été enterrées dans un cimetière local. Et c'est seulement le 8 août 2016, 6 mois après, que la première audience a eu lieu, pour le jugement d'Alberto et Aurelio. Durant les 3 premiers jours, il y a eu 27 témoins qui ont témoigné. Cela a créé une situation compliquée pour les deux accusés. Mais ce qui a eu le plus de poids reste les médecins légistes qui ont fait les autopsies. Ils ont exposé des informations importantes qui n'ont pas été rendues publiques durant l'enquête. Le médecin légiste a expliqué qu'en dehors des blessures au cou que Marina a subies et qui ont causé sa mort, la mort n'a pas été instantanée et au contraire. La jeune femme est restée paralysée mais consciente durant quelques minutes, durant lesquelles elle pouvait entendre et voir ce qui se passait à côté. Le médecin a raconté que les deux jeunes femmes avaient des blessures au poignet, donc nous pouvons déduire qu'elles étaient attachées. Elle a également exposé le fait qu'aucune des deux n'a eu l'opportunité de se défendre. Et cela peut permettre d'ajouter à l'accusation la mention d'homicide aggravé prévue dans la loi équatorienne. Puis 2 témoins considérés essentiels à l'affaire ont témoigné. Le premier est le taxi qui a emmené les victimes chez Alberto. Il a déclaré que seulement Marina, Maria et Aurelio étaient montés dans son taxi. Mais il n'a pas vu Alberto. Et il est important de détailler que les 2 touristes étaient très silencieux durant tout le trajet. Le second témoin, Pedro Rosales, a raconté que le 23 février, un jour après que les touristes aient été vus pour la dernière fois, il a dit avoir prêté une voiture à Alberto qui a été vue dans les rues entre 11 heures et 14 heures ce même jour. Il l'a vu en train de charger des sacs poubelles. Pedro a garanti qu'il lui avait rendu la voiture très tard. C'est seulement l'avant-dernier jour du jugement que les 2 accusés ont pu parler à la barre. Alberto a été le premier à présenter sa version des faits.
Il a réitéré sa première version des faits, la manière dont il a connu les touristes, il a même dit se sentir responsable pour leur fin tragique. Mais il a osé dire que ce n'est pas lui qui a commis le crime. Et pour la seconde fois, il a accusé José Miguel, il a garanti que le Vénézuélien avait menacé sa famille et qu'il s'attaquerait à eux s'ils n'assumaient pas la responsabilité du crime. Et pour finir, Alberto a précisé qu'il vivait avec la peur depuis qu'il était incarcéré, peur de la prison, car il savait qu'une personne avait payé pour avoir sa tête. Ces derniers mots ont été pour les familles des victimes auxquelles il a demandé pardon, pour avoir conduit les jeunes femmes à la mort. Puis Aurelio s'est également exprimé en exprimant la chronologie des faits qui étaient différentes d'Alberto sur certains points. D'après lui, Alberto lui aurait donné les clés de sa maison pour qu'il puisse emmener les jeunes femmes pour qu'elles y passent la nuit. Il les a accompagnées dans un taxi, mais une fois arrivé, il les a laissées et s'est rendu dans un supermarché pour faire quelques courses. Puis il est revenu dans la maison et il y est resté à peine 5 minutes, car il avait déjà prévu de se rendre dans un bar où il restera jusqu'au lendemain matin. Aurelio a garanti qu'il n'a revu Alberto que le jour suivant, et lorsqu'il a demandé où étaient les touristes, il lui a répondu qu'elles étaient déjà parties. Les enquêteurs ont démontré que les diverses preuves recueillies durant l'enquête par l'équipe scientifique, qui inclut donc le test ADN et les témoignages de divers témoins prouvant clairement que les suspects étaient les auteurs des crimes, et il a été demandé que les deux hommes reçoivent la peine maximum qui est de 40 ans de prison. L'avocate de la défense d'Alberto a maintenu une position ferme durant ses argumentations. Elle a séparé son client des crimes en lui incombant seulement une complicité dans ces crimes. Elle a fait cela pour réduire au maximum sa peine. Et de l'autre côté, l'avocate d'Aurelio a complètement dédouané son client en mettant la faute uniquement sur Alberto, en précisant au juge qu'il ne pouvait pas lier son client à la scène de crime. Finalement, le 17 août 2016, après 10 jours d'audience et à l'unanimité, Alberto Mina Ponce a été considéré comme l'auteur direct des crimes et Aurelio Rodriguez, complice indirect des crimes. Le tribunal a conclu que le double homicide a été causé par motivation sexuelle. Les deux hommes ont été condamnés à 40 ans de prison, la peine maximum en Équateur. Leur condamnation de 40 années de prison est la première dans le pays. Après le verdict, les avocats des familles des victimes ont informé que leur client allait continuer à avancer avec une seconde enquête qui a débuté fin juin 2016. En accord avec le procureur de l'Équateur, il a été considéré pertinent qu'il y ait d'autres personnes impliquées dans l'affaire. Ils ont même mentionné qu'ils croyaient que quelqu'un d'important était impliqué dans l'homicide de Marina et Maria. Durant la nouvelle enquête, d'autres tests ADN ont été réalisés avec les échantillons trouvés sur les lieux du crime. Et c'est grâce aux résultats de ces analyses que les autorités ont trouvé l'identité de la troisième personne impliquée dans l'affaire. Un homme se nommant José Luis Pérez Castro, il a été arrêté en novembre 2016, mais c'est seulement en août 2017 que son jugement a commencé. Un mois avant la première audience, José Luis a fait une publication sur les réseaux sociaux où il exprimait ses conditions de détention. Qu'il n'en pouvait plus, mais qu'il se sentait de plus en plus libéré, car il pensait être innocent. Il a dit avoir la foi que Dieu le rendrait victorieux dans ce qu'il considérait comme une bataille injuste. Finalement, le 19 septembre 2017, la première audience a eu lieu. La mère de Maria, Gleitz, s'est rendue en Équateur une seconde fois. Elle s'est exprimée et a dit qu'elle espérait que ce nouveau jugement permettrait de déterminer s'il y avait plus de personnes impliquées. Gleitz avait confiance dans le système judiciaire et qu'il rendrait justice. Elle espérait que José Luis recevrait une sentence aussi sévère que les deux premiers accusés. Le jugement à l'encontre de José Luis a été assez rapide. Durant les premières audiences, l'accusé a dit que son ADN a été retrouvé sur les lieux du crime car il avait habité dans la maison durant 2 mois et que durant cette période, il avait un problème dentaire qui lui a causé des saignements réguliers. L'avocat de la défense a convoqué le chirurgien dentiste Ronnie Ruiz pour témoigner. Ce que ni la défense ni José Luis imaginaient est que le témoignage du spécialiste qu'ils avaient réclamé a finalement aggravé la situation de l'accusé José Luis. Le chirurgien dentiste a confirmé que José Luis s'était rendu à une consultation mais que l'opération qu'il a réalisée était simple et qu'il était très peu probable que la lésion dont il souffrait le fasse saigner avant de recevoir son traitement. D'après lui, les saignements surviennent uniquement en cas d'infection grave qui n'a pas été détectée au moment du traitement. Malgré que le témoin ait été sollicité par la défense, son témoignage a complètement anéanti la ligne de défense de José Luis. Mais pour autant, la défense ne s'est pas laissée abattre. Et à la fin de la journée, le frère de l'accusé, Juan Carlos Pérez Castro, le même homme qui avait trouvé le corps de Maria il y a plus d'1 an,
a expliqué que son frère et lui avaient habité dans la maison d'Alberto durant 2 mois. De décembre 2015 au 20 janvier 2016, il a aussi garanti que durant la nuit des faits, son frère et lui étaient restés dans la maison qu'ils louaient ensemble à Montanita. Donc il était impossible que José Luis ait participé ou commis le crime. L'un des cousins de l'accusé, Lucio Castro, a dit lors d'une interview que la famille était très préoccupée à cause de cette situation et il a révélé de nouvelles informations. D'après Lucio, les frères José Luis et Juan Carlos ont été licenciés l'année d'avant et en attendant que l'entreprise leur paye leur indemnisation, ils ont trouvé une personne qui pouvait les accueillir à la maison d'Alberto. Bien qu'il ait garanti que son cousin ait été vivre avec lui à Guayaquil, il n'a pas pu confirmer la date exacte car il ne se rappelait pas si au moment du crime José Luis était à Montanita. Et il a exprimé qu'il était difficile de croire que l'accusé soit réellement le coupable, sachant que c'est son propre frère qui a appelé les policiers lorsqu'il a découvert le corps de Maria. Finalement, l'homme a dit être confiant et que le système judiciaire rendrait justice et que José Luis serait remis en liberté. Entre-temps, le résultat final n'a pas été celui que la famille de l'accusé attendait. En septembre 2017, et grâce aux correspondances ADN entre l'ADN collecté sur les lieux et l'ADN de José Luis, le tribunal l'a déclaré complice dans la mort des jeunes Argentines et l'ont condamné à la même peine que les 2 premiers accusés, 40 ans de prison. Malgré les 3 condamnations, en février 2018, les familles de Maria et Marina ont exigé que les autorités équatoriennes ouvrent une nouvelle enquête. Lors de son discours dans la presse, la mère de Maria, Glades, a exprimé que grâce aux ADN retrouvés, ils ont trouvé le profil ADN d'au moins 5 personnes. Les 3 hommes déjà condamnés et les 2 inconnus, également de sexe masculin, dont les identités n'ont toujours pas été retrouvées. Le procureur général a déclaré que les preuves étaient suffisantes pour ouvrir une nouvelle enquête. Malheureusement, la famille de Maria a souffert d'une autre perte. Le 16 mai 2018, à peine 2 ans et 2 mois après la mort de la jeune femme, Glades, la mère, a perdu sa bataille contre le cancer des poumons, qui avait été diagnostiqué quelques mois auparavant. La mère de Maria est décédée avant le début de la nouvelle enquête, pour laquelle elle a lutté si fort pour rendre justice à sa fille et à son amie. La dernière information concernant cette affaire date de 2020, lorsqu'un membre du ministère public de l'Équateur a dit que l'enquête était en suspens. Il a expliqué qu'étant donné qu'il n'y avait rien pour comparer les analyses ADN retrouvées, qu'il était impossible d'avancer jusqu'à ce que de nouvelles preuves fassent surface. Quelques années après les faits, les familles des victimes continuent leurs efforts pour honorer la mémoire et garantir que cette affaire ne soit pas oubliée. À travers les lettres émouvantes écrites par la mère de Marina, Cristina Menegazzo, a exprimé son immense souffrance. Elle s'est également exprimée concernant la nature humaine qui certaines fois se transforme en horreur, que certains humains ont recours à la violence pour aucune raison, et de manière violente sur les plus fragiles. Elle a partagé son expérience tout au long de ces années, à quel point elle a souffert. Elle a notifié ce qui l'a aidé à trouver la paix, petit à petit. Dans le chaos, elle a pu sentir l'amour de centaines de personnes qui la soutenaient. Christina a confessé que la douleur la paralysait encore de temps en temps, mais qu'elle arrive à trouver la force en pensant à Marina, que la vie est faite pour être vécue et que ça en vaut la peine. Sa fille était un bon exemple de vivre sa vie à fond. C'était la triste histoire de 2 amies, fans de voyage, qui un jour ont quitté l'Argentine à la recherche d'aventures, mais malheureusement, elles ont connu le côté le plus sombre d'une si belle ville, qui a transformé leur voyage en un voyage sans retour. Connaissiez-vous cette affaire? N'hésitez pas à commenter, vous abonner et activer la cloche des notifications pour être informé lorsque je publierai une nouvelle affaire.